Imaginez une femme qui, derrière un visage souriant, cache un secret glaçant. Une mère dévouée, auteure d'un livre pour enfants dédié à la perte d'un être cher, mais qui pourrait bien, au final, être responsable de la mort de son propre mari. Comment une vie de famille apparemment parfaite a-t-elle pu basculer dans le chaos? Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire sombre où l'amour, la trahison et l'argent se mêlent de façon terrifiante. Préparez-vous à découvrir l'affaire Kouri Richins, un mystère où chaque détail vous fera douter de la vérité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de Kouri Richins et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si jamais l'envie vous prend de nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette affaire. Eric Richins a été un père de famille attentionné, un homme du terroir et un entrepreneur particulièrement prospère. Il avait beaucoup de qualités qui jouaient en sa faveur. Né de ses parents Jenny et Linda le 13 mai 1982, il a passé son enfance à Bountiful, dans l'Utah, où il a grandi sur le ranch familial spécialisé dans l'élevage de bétail. Cela signifiait qu'il a appris dès ses premières années ce qu'était une véritable journée de dur labeur. En tant qu'aîné de la fratrie, il a souvent consacré une grande partie de son temps à aider son père dans des tâches telles que nourrir les chevaux et les vaches, ainsi qu'à entretenir la vaste propriété. Mais surtout, il a pris son rôle de grand frère très à cœur, veillant attentivement sur ses jeunes sœurs avec une grande responsabilité. Durant ses années scolaires, Eric s'est distingué en tant qu'athlète, pratiquant divers sports tels que le baseball, le football et la course à pied. Après avoir obtenu son diplôme, il a investi énormément de temps dans l'entraînement et le mentorat d'autres jeunes garçons, partageant avec eux sa passion mais également ses connaissances. Pendant ces moments de détente, il profitait de nombreuses activités, notamment en plein air, telles que la chasse, les sorties en quad ou encore les balades en motoneige. Malgré cet emploi du temps bien chargé, Eric a réussi à mener de front une brillante carrière. Après avoir obtenu un diplôme en études internationales à l'université de l'Utah, il a fondé une entreprise de maçonnerie qui a rapidement prospéré. Réputé pour être un excellent partenaire d'affaires ainsi qu'un patron respecté, il a tissé des liens étroits avec ses collaborateurs mais également avec ses employés. Eric a littéralement construit son entreprise à partir de rien. Et au fur et à mesure que son succès grandissait, il n'a cessé d'encourager et surtout d'aider ceux qui l'entouraient à atteindre le même niveau de réussite. Bien loin de la jalousie et des envieux, Eric était un homme qui, au contraire, voulait que ses proches réussissent au moins autant que lui. C'était tout simplement sa nature, il voyait toujours plus grand et pensait à autrui. Naturellement, son charisme attirait les gens autour de lui et il n'était jamais en manque d'admiratrices. En 2005, Eric a épousé sa première femme, Julie Jorgensen. D'après ceux qui la connaissaient, Julie faisait partie des plus belles filles de leur école. Le couple partageait de nombreux centres d'intérêt, notamment leur goût pour les activités physiques. Ils étaient toujours actifs, pratiquant ensemble le football, le basketball ou encore le ski. Malheureusement, cette romance en apparence parfaite n'a pas résisté à l'épreuve du temps. 4 ans plus tard, en 2009, leur mariage s'est soldé par un divorce houleux. La séparation, comme beaucoup de divorces, a été financièrement difficile, surtout pour Eric, qui a perdu une part conséquente de ses biens lors du partage des actifs. Comme beaucoup, il n'était jamais entré dans cette union en imaginant qu'un jour, il devrait renoncer à tant de ce qu'il avait durement acquis, mais cette douloureuse expérience lui a laissé une leçon indélébile. Peu de temps après la finalisation du divorce, une autre tragédie a frappé. Julie, l'ex-femme d'Eric, a perdu la vie dans un terrible accident de voiture. Alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge, une camionnette l'a percutée à une vitesse de 113 km/h. Et vous doutez bien que de toute façon,
Cette camionnette n'avait rien à faire sur cette route à 113 km/h. Le conducteur, sous l'influence de la marijuana, n'avait pas pris la peine de délivrer correctement son pare-brise par cette froide journée de janvier. Il a été incarcéré, mais pour Eric, bien que leur relation avait pris fin depuis plusieurs années, cet événement l'a profondément affecté. C'était une des nombreuses épreuves qu'il allait devoir surmonter par la suite. Quelques années plus tard, Eric a fait la rencontre de Kouri, une caissière qui travaillait au Home Depot du coin. Grâce à son entreprise de maçonnerie, il se rendait très régulièrement dans ce magasin, où il était bien connu et apprécié de tout le personnel, et également de Kouri. Peu à peu, Eric a commencé à s'attacher à elle, ce qui a marqué un nouveau tournant dans sa vie personnelle. Selon Linda King, une employée du Home Depot, Eric entrait toujours dans le magasin avec un large sourire accroché au visage. Évidemment, puisqu'il savait très bien qu'il allait voir cette jeune femme. Il semblait rayonner d'énergie positive, ce qui ne passait pas inaperçu aux yeux de ses collègues. Un jour, après avoir remarqué les regards fréquents d'Eric jetés en direction de Kouri, une jeune caissière du magasin, Linda, lui avait conseillé de prendre son courage à deux mains et d'aller lui parler. Pendant un certain temps, Eric hésitait, redoutant un éventuel rejet. Mais finalement, il s'était rendu à suivre les conseils de Linda. Il avait donc approché Kouri, alors qu'elle s'affairait à sa caisse. Toutefois, sa nervosité l'avait empêché de lui demander son numéro de téléphone directement, alors il avait préféré demander à un ami de s'en charger à sa place. Après cette première approche plutôt timide, Eric avait enfin osé à inviter Kouri à sortir. Cette jeune femme, une jolie brune pétillante, avait 7 ans de moins qu'Eric. Elle était en pleine quête de sa voie professionnelle et essayait de comprendre ce qu'elle souhaitait vraiment faire dans sa vie. Son ambition était plutôt palpable. Elle avait immédiatement été impressionnée par le sens des affaires d'Eric et son engagement à faire prospérer son entreprise de maçonnerie. Dès leur première rencontre, les deux étaient devenus pratiquement inséparables. Leur famille et amis les décrivaient comme un couple fusionnel, passionnel, et le frère de Kouri disait même qu'Eric s'était intégré à leur famille comme s'il n'en avait toujours fait partie. Il s'était montré attentionné envers la jeune femme, la soutenant dans tous ses projets, des plus petits aux plus gros, et lui offrait un soutien sans faille dans la réalisation de toutes ses ambitions. Et grâce à l'encouragement de son prince charmant, Kouri s'était inscrite à l'université d'État de Weber pour obtenir un diplôme en administration des soins de santé. La vie semblait alors s'ouvrir devant eux, avec une multitude de possibilités. En 2012, ils avaient même fait un grand pas en ayant aménagé ensemble dans une immense et magnifique demeure située à Francis, toujours dans l'Utah. Ce manoir, un véritable rêve pour le couple, et pour beaucoup de personnes j'imagine, comprenait 5 chambres, 4 salles de bain et était évalué à un peu plus de 1,1 million de dollars, ce qui est quand même énormissime. À cette époque, Eric connaissait un succès remarquable, et c'est le cas de le dire, générant près de 1 million de dollars par année grâce à son entreprise florissante. Un an après leur emménagement, le 15 juin 2013, Eric et Kouri s'étaient mariés dans l'arrière-cour de leur splendide propriété. Après tout, avec une telle maison, je pense que t'as pas forcément besoin de louer une salle des fêtes pour te marier. Ce fut malgré tout un mariage simple, mais pas moins élégant pour autant, entouré de leurs proches, de leurs amis et famille. Avant de se dire oui, Kouri avait accepté de signer un contrat prénuptial qui stipulait qu'en cas de divorce, elle ne pourrait réclamer aucune part des gains générés par l'entreprise de Eric. Évidemment, ce dernier s'était déjà fait avoir une fois dans le passé. Clairement, il n'allait pas faire la même erreur 2 fois. De plus, à ce moment-là, l'entreprise était déjà évaluée à 2,5 millions de dollars et continuait à croître. Hors de question pour lui de perdre ça. Le contrat prénuptial incluait une autre clause essentielle. Aucun des deux conjoints ne pourrait revendiquer les actifs futurs de l'autre. Cependant, si Eric décédait avant elle, Kouri aurait droit à une partie de ses biens, y compris sa participation dans l'entreprise. Malgré le fait qu'ils envisagent, si jamais il y a un divorce, de ne rien partager, ils veulent quand même que si l'un d'eux venait à mourir pendant le mariage, que l'autre puisse survivre à ce dernier.
Après avoir traversé un premier divorce difficile qui lui avait coûté une part importante de sa fortune, Eric pensait qu'il était prudent de protéger ses intérêts financiers et personnellement, c'est ce que je conseille à toute personne qui me parle de futur mariage, signer un contrat, c'est super important. Je sais que lorsque l'on prévoit de se marier et que l'on va se marier, on n'a pas forcément envie de penser que éventuellement, eh bien, on va devoir divorcer. On espère, quand on se marie, que ça va durer pour toute notre vie, qu'on va faire notre vie ensemble et mourir aux côtés de l'autre. Malheureusement, il faut quand même se rappeler qu'il y a un mariage sur deux qui ne fonctionne pas, et même si je ne vous le souhaite pas, ce mariage sur deux peut potentiellement être le vôtre. Donc si vous prévoyez de vous marier, signez un contrat, on n'est jamais à l'abri, surtout lorsqu'il y a une énorme différence de revenus entre les deux. Bref, après ce, après ce petit passage un petit peu morose, désolé pour les futurs mariés, on reprend l'affaire. Évidemment, Eric n'aurait jamais imaginé que cet accord, signé en toute bonne foi, pourrait un jour causer sa perte. Le couple avait rapidement fondé une famille. Ils avaient accueilli 3 fils, Carter, Ashton et Weston. Eric considérait ses enfants comme la plus grande réussite de sa vie, bien au-delà de son entreprise. Pour lui, la paternité était un rôle qu'il prenait très à cœur, et il idolâtrait ses garçons autant qu'il l'idolâtrait en retour. Ensemble, Eric et Corey semblaient mener une vie idéale. Il continuait à prospérer dans son entreprise, tandis que Corey avait monté sa propre société immobilière, achetant des maisons pour les revendre à profit. Il voyageait à travers le monde, vivant des aventures et des moments privilégiés en famille. Vu de l'extérieur, ils formaient un couple parfait, un modèle de réussite et de bonheur. Mais comme souvent, les apparences peuvent être bien trompeuses. À partir de l'année 2015, les choses ont commencé à se compliquer pour Corey, notamment sur le plan professionnel. Son entreprise immobilière rencontrait des difficultés financières, car il tentait de grandir plus rapidement que ses bénéfices ne le permettaient. Dans un effort désespéré pour maintenir ses projets en cours, Corey avait commencé à emprunter de l'argent à Eric. Si Eric était au courant d'une partie de ses emprunts, il semble qu'elle ait également pris des initiatives sans même le consulter. En mars 2019, elle avait ouvert une ligne de crédit au nom de Eric en falsifiant sa signature. Elle avait emprunté environ 250 000 $, utilisé environ 30 000 $ sur ses cartes de crédit et retiré 100 000 $ supplémentaires de ses comptes bancaires. Et tout ça à l'insu de Eric. En tout, elle lui avait donc subtilisé près de 494 000 $, ce qui est vraiment énorme. C'est lors d'un rendez-vous à la banque que Eric avait découvert l'ampleur des dépenses effectuées en son nom. Profondément choqué et déçu par sa femme en qui il avait une confiance aveugle, il avait confronté cette dernière, qui lui avait promis de rembourser chaque centime dès qu'elle réaliserait des bénéfices avec ses ventes immobilières. Malheureusement, ces promesses ne s'étaient jamais concrétisées. Leur relation, déjà tendue, s'était encore détériorée. Les disputes, notamment à propos des finances, étaient devenues quasi quotidiennes. De plus, des rumeurs persistantes couraient dans leur petite ville. Il se murmurait que Corey aurait une liaison. Cependant, aucune preuve tangible ne venait étayer ces rumeurs, et par respect pour Eric et ses enfants, personne ne souhaitait intervenir. Un événement en particulier avait éveillé de sérieuses inquiétudes chez Eric. Lors de vacances en Grèce, après avoir bu un cocktail préparé par Corey, il avait soudainement été pris de violents maux d'estomac. Il avait confié à sa sœur qu'il craignait que Corey ait pu, pourquoi pas, tenter d'empoisonner, bien qu'il refusait de croire qu'elle en serait réellement capable. Mais personnellement, je pense qu'à partir du moment où tu n'as ne serait-ce que l'idée que ta femme ou ton mari, peu importe, ait pu, dans l'éventualité, tenter de t'empoisonner, c'est le moment de mettre fin à la relation. Personnellement, qu'il peut y avoir quelques petits problèmes de confiance dans une relation, ça peut se comprendre, surtout selon le passé de certains, mais au point de penser que ton partenaire a tenté de t'empoisonner, part loin. En octobre 2020, inquiet pour sa sécurité et également celle de ses enfants, Eric avait pris la décision de consulter un avocat spécialisé en divorce ainsi qu'un expert en planification successorale. Sans en informer sa femme, il avait modifié son testament et créé une fiducie vivante, confiant à sa sœur Kathy Richins Benson la gestion de sa succession. En cas de décès, tous ses biens devaient être transférés à cette fiducie
privant ainsi Kouri de toute possibilité d'hériter directement. Alors que cette dernière continuait à accumuler plus de 3,1 millions de dollars de dettes, l'entreprise d'Eric atteignait une valeur de près de 5 millions de dollars. C'est vraiment des montants qui sont vertigineux. Alors que nous, pauvres gens de la société, quand on a 200 € de découvert, on a l'impression que c'est la fin du monde, elle accumule 3,1 millions de dollars de dettes. C'est vraiment lunaire. Leur mariage touchait clairement à sa fin. Mais Eric n'avait pas encore initié de procédure de divorce, préférant se concentrer sur la protection de ses enfants. Il voulait avant tout s'assurer que ses enfants seraient pris en charge, quoi qu'il arrive. Le 14 février 2022, à l'occasion de la Saint-Valentin, Kouri avait préparé un repas romantique pour son cher mari. Elle avait laissé un sandwich et une note d'amour sur le siège de son camion. Pourtant, après avoir mangé ce fameux sandwich, Eric avait immédiatement, mais vraiment immédiatement, directement après, souffert d'une réaction allergique sévère. Il avait dû se précipiter chez lui pour utiliser l'épipène de leur fils afin de calmer les symptômes. Encore une fois, Eric avait confié à un ami qu'il soupçonnait Kouri d'avoir tenté de l'empoisonner délibérément. Malgré ces événements troublants, Eric semblait hésiter à admettre pleinement que sa femme pourrait éventuellement vouloir le tuer. Peut-être espérait-il simplement que sa paranoïa était injustifiée et que ces incidents n'étaient finalement que des coïncidences malheureuses. Pourtant, cette petite voix intérieure, celle qui le poussait à douter, n'avait jamais vraiment disparu. Moins d'1 mois après l'incident de la Saint-Valentin, le 3 mars 2022, Eric et Kouri avaient mis leurs 3 garçons au lit avant de prendre quelques verres. Selon Kouri, ils célébraient la fermeture d'une maison qu'elle venait d'acheter pour 2 millions de dollars avec l'intention de la rénover et de la revendre. Cependant, des membres de la famille contesteraient plus tard cette version, affirmant que Eric n'était pas d'accord avec cet achat particulier et qu'il avait même envisagé d'en dissuader Kouri. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, Kouri avait préparé à son mari un Moscow Mule qu'elle lui avait apporté dans leur chambre à coucher. Eric l'avait bu avant de prendre une gomme au THC, une habitude qu'il avait lorsqu'il voulait se détendre et bien dormir. Kouri, pour sa part, s'était endormi dans la chambre de l'un de leurs fils qui faisait souvent des cauchemars. Selon cette dernière, vers 3 h du matin, elle avait été réveillée par les pleurs de leur enfant. Après l'avoir calmé, elle était finalement retournée dans la chambre principale pour rejoindre Eric au lit. C'est alors que d'une manière mystérieuse, elle avait trouvé Eric inconscient allongé au pied du lit. Paniqué, Kouri avait immédiatement appelé les secours et suivi les instructions pour tenter de réanimer Eric avec un massage cardiaque. Pourtant, lorsqu'ils étaient arrivés, les secours avaient noté un détail étrange. Eric saignait de la bouche et Kouri, qui prétendait avoir pratiqué la réanimation, n'avait aucune trace de sang sur elle, laissant alors planer un doute sur ses actions. Eric, âgé de 39 ans, en bonne santé, un homme actif, fut déclaré mort sur les lieux. La cause exacte de sa mort n'était pas immédiatement claire, mais une autopsie a révélé par la suite une surdose de fentanyl. Les résultats étaient stupéfiants. Eric avait dans son système une quantité de fentanyl 5 fois supérieure à la dose mortelle. Face à cette révélation, une question cruciale se posait. Comment le fentanyl était-il entré dans son organisme? Kouri avait alors avancé une explication. Eric avait pris une gomme au THC ce soir-là, comme il le faisait régulièrement. Il était possible, selon elle, que la gomme ait été accidentellement mélangée à du fentanyl. Accidentellement. Toutefois, cette théorie laissait la famille d'Eric complètement sceptique. Pour eux, cette explication ne tenait pas du tout la route. Certes, Eric consommait occasionnellement des gommes au THC, mais il n'était pas du tout un consommateur régulier de drogue dure. Le fait que cette gomme spécifique ait été contaminée par du fentanyl semblait improbable, voire même inconcevable. Moins de 48 heures après la mort de Eric, un climat de méfiance s'était installé entre Kouri et la famille de son mari. La sœur d'Eric, Cathy, avait décidé de rester dans la maison familiale pour veiller sur les enfants. Cependant, Kouri avait demandé à être seule pour entamer son deuil en toute intimité. Cathy, elle, avait refusé, arguant que la maison appartenait à Eric et qu'il n'était pas sûr que Kouri puisse y rester encore longtemps. Comme vous le voyez, il y avait pas mal de tensions entre Cathy et Kouri.
Mais elles ont encore monté d'un cran lorsque Khoury avait tenté de faire ouvrir le coffre-fort d'Eric contenant plus de 125 000 $ en espèces. Cathy est évidemment intervenue, insistant pour que Khoury laisse le coffre-fort tranquille. Les échanges s'étaient envenimés entre les deux femmes et Khoury avait violemment frappé Cathy au visage et au cou. La police a même dû être appelée sur place, ajoutant une dimension encore plus dramatique et franchement complètement lunaire à la situation déjà bien tendue. Et vous vous en doutez, la découverte que Khoury avait été retiré de la succession d'Eric, qu'il avait modifié son testament à son insu, avait fait éclater une véritable bataille judiciaire. Khoury ne contrôlait plus rien, ni les actifs d'Eric, ni ses entreprises, ni ses polices d'assurance vie. En février 2023, elle avait déposé une plainte contre la fiducie d'Eric, contestant le fait que sa sœur, Cathy, ait pris le contrôle de la succession. Elle affirmait que, selon l'accord prénuptial, elle devait bénéficier d'un pourcentage des actifs d'Eric en cas de décès, tant qu'ils étaient encore mariés. Elle soutenait également qu'elle avait contribué à l'achat et à l'hypothèque de leur maison, ce que Cathy contestait formellement, précisant que la maison avait été acquise avant leur mariage et que Khoury n'avait apporté aucune contribution financière. Cathy demandait également au tribunal de rejeter la plainte de Khoury, évoquant les circonstances suspectes de la mort de son frère. Cette tragédie était donc loin d'être résolue, et au cœur de ce drame, une question demeurait. Qui bénéficierait vraiment de la fortune d'Eric? Et surtout, on en est encore là, comment expliquer sa mort mystérieuse au fentanyl? Alors que l'affaire de la succession d'Eric s'est poursuivie devant les tribunaux, la police a de son côté intensifié son enquête sur les circonstances de sa mort. Ils ont commencé à penser qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple overdose accidentelle. Parallèlement, pendant tout ce temps, Khoury Richins a publié un livre pour enfants intitulé « Es-tu avec moi ?», qu'elle a dédié à mon mari incroyable et un père merveilleux. Ce livre, destiné à offrir du réconfort et de l'apaisement aux enfants ayant perdu un être cher, a été mis en vente sur Amazon, où il a rencontré un certain succès initialement. Khoury a fait la promotion de son ouvrage dans plusieurs médias locaux, évoquant son expérience personnelle en tant que veuve et mère de jeunes enfants. Cependant, peu de temps après la sortie du livre, celui-ci a été retiré de la plateforme. Cette décision est intervenue juste après l'arrestation de Khoury pour meurtre aggravé et possession de drogue avec intention de distribuer. Les procureurs étaient plus que persuadés que Khoury avait prémédité la mort de Eric, motivé par un désir d'appropriation de sa fortune. Elle faisait face à une montagne de dettes, dépassant les millions de $, principalement en raison de ses mauvaises décisions commerciales. Selon l'accusation, elle aurait prévu de se libérer de ses problèmes financiers et de commencer une toute nouvelle vie, notamment avec un homme avec qui elle aurait eu une liaison. Malgré ces accusations, Khoury a plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre elle, y compris les accusations supplémentaires de tentative de meurtre et de fraude. L'enquête a révélé des éléments inquiétants. En janvier 2022, soit quelques mois avant la mort de Eric, Khoury avait modifié, sans son consentement, la police de son mari d'une valeur de 2 millions de $, pour se désigner comme la seule bénéficiaire. Le partenaire commercial de Eric, qui était l'ayant droit initial, en a été écarté. Lorsque ce dernier en a été informé, Eric a pris des mesures pour restaurer son partenaire commercial en tant que bénéficiaire, seulement quelques semaines avant sa mort. Malgré ça, Khoury n'a pas abandonné ses tentatives. Elle a cherché à souscrire une nouvelle police d'assurance vie de 100 000 $ au nom de Eric. Tout ça n'était pas un hasard. Le motif financier derrière ces actions devenait de plus en plus évident. Même un aveugle l'aurait vu. Accablée par des dettes, Khoury savait que, selon leur contrat prénuptial, elle ne recevrait rien en cas de divorce. En revanche, si Eric décédait pendant leur mariage, elle hériterait d'une somme substantielle, à condition qu'il n'ait pas pris de disposition pour la priver de ses fonds. Lors d'une perquisition, les enquêteurs ont mis la main sur des téléphones et des ordinateurs qui ont révélé des échanges incriminants entre Khoury et une femme de ménage, une certaine Carmen Laubert. Les messages montraient que Khoury avait acheté du fentanyl à 3 reprises à partir de janvier 2022. Carmen a en effet confirmé avoir vendu à Khoury jusqu'à 90 pilules
dont du fentanyl quelques jours avant l'incident de la Saint-Valentin. Ce jour-là, rappelez-vous, Eric avait cru qu'il avait été empoisonné par un sandwich que Khoury lui avait préparé. 12 jours après cette tentative d'empoisonnement ratée, Khoury a envoyé un message à Carmen demandant des drogues bien plus puissantes, en spécifiant qu'elle voulait des trucs à la Michael Jackson, selon elle, en référence au propofol, une substance également impliquée dans la mort de la star américaine. Le propofol, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un agent anesthésique intraveineux d'action rapide, utilisable pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie générale ainsi que pour la sédation en unité de soins intensifs et pour la sédation anesthésique des actes de courte durée et en complément d'anesthésie loco-régionale. En plus de ça, puisque malheureusement ce n'est pas tout, Khoury a tenté de supprimer certains messages échangés la nuit où son mari est décédé, mais les enquêteurs ont fort heureusement réussi à en récupérer quelques-uns. Ces échanges réguliers avec un homme nommé Robert Grossman, qui était suspecté d'être son amant, ont renforcé les soupçons des enquêteurs. Robert travaillait pour Khoury en tant que bricoleur, l'aidant à rénover des maisons qu'elle revendait par la suite. Ces messages, en plus des autres preuves accumulées, ont ajouté encore plus de poids à la thèse selon laquelle Khoury avait planifié méticuleusement le meurtre de Eric pour des raisons financières mais également personnelles. Parce que au-delà de l'aspect financier, les procureurs ont aussi mis en lumière le rôle central que cette relation extra-conjugale aurait joué dans la motivation de Khoury à vouloir éliminer son mari. En effet, sans son mari, elle pouvait vivre la vie qu'elle souhaitait vivre avec son amant et en plus de ça avec tout l'oseille de son défunt mari. Génial, non? Les preuves, heureusement, ne se sont pas arrêtées là. L'accumulation de ses actions, de ses recherches suspectes sur Internet aux échanges avec ses complices, a montré une volonté claire de préparer le terrain pour la mort de Eric, tout en s'assurant que sa propre vie en serait transformée et ce de manière positive. Cela a permis à l'accusation de tisser un portrait inquiétant d'une femme prête à tout, même au meurtre, pour résoudre ses problèmes personnels et financiers. Un des messages récupérés a révélé une photo envoyée par Khoury montrant deux personnes en train de s'embrasser, accompagnées de la légende « Je t'aime ». Ce message a été envoyé peu de temps avant que Khoury ne soit accusé d'avoir préparé la boisson ayant causé la mort de son mari Eric. Malheureusement, certains messages cruciaux pourraient être perdus à jamais. Khoury a soutenu que son téléphone était resté branché dans sa chambre ce soir-là. Toutefois, les enquêteurs ont découvert que le téléphone avait été verrouillé et déverrouillé à plusieurs reprises et que des messages avaient été échangés. Et ces messages ont malheureusement disparu pour toujours. De plus, des recherches effectuées à partir de ces appareils soutiennent la théorie de l'accusation. Parmi ces recherches figuraient des requêtes telles que « Quelle est la dose mortelle de fentanyl ? Prison de luxe pour les riches en Amérique. La certification de décès dit en attente. L'assurance vie payera-t-elle toujours ? Les flics peuvent-ils vous forcer à faire un test de détecteur de mensonges ? Comment supprimer définitivement des informations d'un iPhone à distance ?» L'avocat de la défense a affirmé que ces recherches n'avaient aucune signification, les expliquant comme des curiosités de Khoury sur les traitements de preuves dans son cas. L'équipe de défense a insisté sur le fait qu'il n'existait aucune preuve qu'elle ait tenté d'empoisonner son mari, et que toutes les accusations n'étaient que spéculations. Bien qu'il ait été discuté si l'accusation demanderait la peine de mort, il a été annoncé l'année dernière qu'après avoir consulté la famille d'Eric, la peine capitale ne serait pas requise. En cas de condamnation, Khoury Richins pourrait écoper de 25 ans de prison, jusque la prison à vie. En septembre de l'année passée, en 2023, alors que Khoury était incarcéré, quelque chose de notable a été découvert dans sa cellule, suscitant de nombreux débats sur sa signification. Il s'agissait d'une lettre intitulée « Marche avec les chiens », correspondant exactement au titre inscrit en haut de la note. Certains croient que cette lettre constituait une instruction destinée à sa famille sur la manière de témoigner au tribunal. Écrite par Khoury, la lettre demandait à sa mère d'inciter son frère à affirmer qu'Eric avait obtenu les médicaments ayant causé sa mort au Mexique. Les procureurs ont qualifié cette lettre de tentative de falsification de témoignage, tandis que l'équipe de défense a soutenu de son côté qu'il ne s'agissait pas d'une lettre authentique, mais plutôt d'une partie d'un livre de mystère fictif
que Khoury écrivait sur l'emprisonnement au Mexique. Bah voyons, je trouve que sa défense a pas mal d'imagination. La défense a tenté de faire rejeter l'affaire, arguant que cette fameuse lettre avait compromis la possibilité d'un procès équitable. Cependant, cette demande a été rejetée et le procès se poursuivra. En mai de cette année, en 2024, Khoury a fait sa première déclaration publique depuis son arrestation, répétant son innocence face aux accusations et appelant le monde à lui accorder une chance. Son procès, qui sera jugé par un jury, est prévu pour avril 2025. Il reste donc en cours et évidemment, je vais continuer de le suivre de très près. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ce procès va donner. Est-ce qu'elle va plaider non coupable? Est-ce qu'elle va plaider coupable? Est-ce qu'elle va être condamnée à vie ou non? J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. La véritable tragédie de cette affaire réside dans la forte probabilité que les 3 fils d'Eric et de Khoury pourraient perdre leurs 2 parents si leur mère est reconnue coupable. Actuellement élevés par des membres de leur famille et protégés autant que possible de cette situation, bien que ça reste quand même malgré tout difficile, ils auront un jour l'opportunité de lire les accusations portées contre leur mère, ainsi que les croyances de leur père quant à ses intentions. Ils découvriront également comment, malgré tout, il a tenté de les protéger et de les assurer financièrement pour l'avenir. Quant au livre intitulé « Es-tu avec moi ?», il dépeint Eric comme un ange veillant sur ses jeunes fils après sa mort. Il est désormais suggéré que ce livre aurait pu être une tentative de Khoury pour dissimuler ses véritables motivations, ses actions et ses sentiments concernant la mort de Eric. Si cela s'avère vrai, ça pourrait être l'une des choses les plus troublantes que Khoury ait faites jusqu'à présent, en utilisant la douleur de ses enfants pour se présenter elle-même comme une victime, tout en étant l'auteur de cette même douleur. Et maintenant, avant de finir, j'ai quand même quelques questions pour vous. Pensez-vous que les preuves recueillies contre Khoury Richins sont suffisantes pour démontrer sa culpabilité, ou croyez-vous qu'il s'agit simplement de spéculation? Comment interprétez-vous la lettre justement « Marche avec les chiens » trouvée dans la cellule de Khoury? Pensez-vous qu'elle constitue une tentative de falsification de témoins, ou est-ce simplement un élément d'un livre fictif, comme le soutient la défense? Le livre « Es-tu avec moi » aurait-il pu être une tentative de Khoury de manipuler les perceptions publiques et juridiques à son avantage? L'affaire Khoury Richins est bien plus qu'une simple enquête criminelle. C'est un puzzle complexe mêlant secret, mensonge et manipulation. Comment une femme perçue comme une épouse aimante et une mère dévouée en est-elle venue être accusée du meurtre de son mari? Est-elle réellement coupable? Ou avons-nous sous les yeux un montage judiciaire où chaque pièce ne s'imbrique pas parfaitement? Les questions restent nombreuses et beaucoup sont sans réponse. Ce mystère continue de diviser et la justice devra trancher. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que la justice va dire concernant toute cette affaire. Et c'est donc tout pour cette affaire et j'espère qu'elle était encore inconnue pour vous, qu'elle vous a plu et surtout que vous allez me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Je pense que c'est un mystère pour personne si je vous dis que personnellement, je pense qu'elle est responsable de la mort de Eric et que c'était évidemment pour un gain financier, mais également pour pouvoir faire sa petite vie avec son amant, recommencer tout à zéro avec l'argent de son défunt mari. Je pense que toutes les preuves vont clairement dans ce sens, malgré le fait que la défense tente de la défendre comme ils peuvent, mais bon, j'ai envie de dire après tout, c'est leur travail. Mais voilà, pour moi, elle est coupable, elle a assassiné Eric, et elle a très mal joué son coup, et je trouve ça vraiment horrible. Elle s'est mise dans la galère financière toute seule, et c'est son mari qui en paye les pots de sa propre vie. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Ça me donne encore moins envie de me marier. Voilà. Donc si l'un de vous est riche et qu'on se marie à l'avenir, bah réfléchissez bien avant. On sait jamais. On sait jamais. Ça me ferait de la peine de vous retrouver sur cette chaîne, quoi. Sur ces mots, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Merci à vous, passez une bonne soirée ou une bonne journée. À très vite. Ciao.